Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International. Bonjour à tous et très bonne année de la part de la petite équipe d'Affaires étrangères. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de 2016. Que faut-il attendre de cette année ? Une campagne présidentielle aux États-Unis, bien sûr, et sans doute beaucoup de tumultes en Europe sous l'effet d'une même lame de fond, le populisme. On voit aux États-Unis un Donald Trump dont les provocations font le succès dans les sondages et déportent vers la droite l'axe même de la vie politique américaine. En Europe, de Copenhague à Budapest, de Varsovie à Rome, de Londres à Stockholm, on observe à des degrés divers le même rejet des élites, la même dénonciation de Bruxelles et du processus d'intégration, le même raidissement face aux mouvements migratoires qui ont pourtant écrit l'histoire du continent. Quels sont donc les ressorts du populisme en Europe? Jusqu'à quel point sont-ils similaires dans des pays où la culture et la situation économique sont pourtant différents? Quelles sont les évolutions pour nos démocraties quand la mondialisation et les mutations technologiques s'accélèrent à ce point? C'est ce que nous allons explorer grâce à vous. Béatrice Gibelin, bonjour. Vous êtes géographe, directrice de la revue Hérodote, fondatrice de l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. Marc Laneud est avec nous depuis Londres. Il dirige le Conseil européen des relations internationales. Peter Balázs, professeur en relations internationales et en études européennes à la Central European University de Budapest. Jacob Turowski, expert franco-polonais basé à Varsovie. Et avec nous, à Paris, Cyril Coulet. Vous êtes chercheur, spécialiste des pays scandinaves. Madame Gibelin, je commence avec vous. Quelle peut être la définition, selon vous, du terme populisme ? Le terme populisme, à l'origine, c'est un mouvement qui démarre en Russie dans les années 1870-1880. Ce sont les paysans qui sont déçus des réformes qu'annonce le tsar. En particulier, il n'y a pas de réforme agraire et la grande propriété nobiliaire garde l'ampleur de ses propriétés. Et c'est d'abord donc lié à une déception et à une désillusion. Et je pense que dans les populismes aujourd'hui, il y a aussi ce facteur de la déception et de la désillusion. C'est un élément qu'il faut qu'on prenne bien en compte. Dans le démarrage, par exemple, si on prend le cas de la France, du FN, il démarre peu de temps après l'arrivée de la gauche au pouvoir, 82, 83, le tournant de la rigueur, où on avait dit que c'était le changement. C'était pas le slogan, le changement c'est maintenant, mais c'était les lendemains qui chantent, et le ministère du temps libre. Exactement. Et puis ça n'a pas chanté du tout. Bon. Et dans la poussée aujourd'hui du Front National, on retrouve aussi cette désillusion. On a tenté Sarkozy, ça n'a pas marché. On tente Hollande, ça marche pas. Donc Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est évidemment d'observer l'ensemble de l'Europe. Oui. Et ce qui est frappant, c'est que du nord au sud, avec évidemment des variantes, mais on peut dire qu'en Catalogne, par exemple, il y a un ferment populiste dans le mouvement nationaliste catalan. Oui, il y a un ferment populiste, c'est-à-dire le rejet de ce qui apparaît comme Madrid, un pouvoir qui pèse, qui nous prend notre argent, on est obligé de payer pour les autres. Et en Italie, on a Ligue vu du Nord, c'était exactement mais même ça. avant, les années 90 avec Berlusconi, Oui. c'était aussi. Oui, mais vous aviez un mouvement populiste antérieur qui était avec la Ligue du Nord, qui était bien au-dessus de Rome, c'est des Africains, ils ne font rien, ils nous coûtent très très cher, il faut qu'on prenne notre autonomie. C'est aussi un des mouvements qui sont liés à des formes d'égoïsme, on va dire nationaux, régionaux, et qui sont très très importants aujourd'hui. Mais on les a pas partout. On ne constate pas du tout forcément toutes les régions riches, si vous voulez, n'ont pas ce même mouvement populiste. Et ce qu'on dit pour la Catalogne, est-ce qu'on le dirait de l'Écosse ?
Mais est-ce qu'on peut le dire, par exemple, de la Suisse allemande, où on voit que le parti de Blocher est quand même un parti qui est extrêmement et qui vient encore d'avoir une poussée importante et qui a un représentant de plus au gouvernement fédéral. Oui, c'est comparable. Alors le pays européen où l'on voit depuis 2 mois maintenant le raidissement à la fois populiste et nationaliste le plus net, c'est évidemment la Pologne, où le parti Droit et Justice a gagné les élections législatives en octobre dernier. Le parti donc de Jarosław Kaczynski, on se souvient que son frère jumeau Lech, qui était président de Pologne, a péri dans un accident d'avion à Smolensk en 2010, et le Kaczynski d'aujourd'hui fut Premier ministre en 2006-2007. Il n'avait pas laissé tellement de bons souvenirs. Néanmoins, son parti a gagné sans conteste les dernières élections. Jakub Turowski, bonjour. Vous êtes expert franco-polonais. Vous êtes basé à Varsovie. On voit que le nouveau pouvoir a engagé une épreuve de force sur le tribunal constitutionnel, qui est en quelque sorte l'autorité juridique et judiciaire la plus élevée du pays. Le chef du parti conservateur au pouvoir en Pologne, Jarosław Kaczyński, qui n'est pas chef du gouvernement ni président de la République, mais qui clairement est le grand leader du parti Loi et Justice, a entamé une bataille assez ouverte et très franche avec le tribunal constitutionnel depuis son arrivée au pouvoir. Loi et Justice considère que le tribunal constitutionnel est un petit peu une réminiscence du passé, une réminiscence de cette élite post-communiste, comme ils disent, et veut faire table rase d'une institution dont ils considèrent qu'elle est un obstacle aux réformes que Loi et Justice veut implémenter en Pologne. Alors, dans cette sphère que l'on pourrait qualifier de liberté publique, des initiatives que l'on attend venir pour 2016 et qui concernent premièrement effectivement les médias, où le parti au pouvoir veut clairement reprendre le pouvoir, le lead sur notamment les médias publics. C'est une chose. Il est également question de changer le système juridique de manière à limiter la présence de capitaux étrangers dans les médias. Et de manière générale, il y a une volonté du parti au pouvoir de créer des lignes de langage très patriotiques. Je pense qu'on pourrait même dire nationalistes dans la sphère médiatique. Deuxième chose, effectivement, on entend de plus en plus souvent parler d'un Patriot Act à la polonaise, d'une loi antiterroriste dont on ne sait encore les détails, mais dont on saurait imaginer qu'elle, au niveau des libertés individuelles, elle pourra en affecter certains. Ce qui surprend pourtant Jakub Turowski dans le cas de la Pologne, c'est qu'il y a une société civile forte et un vrai succès de l'intégration de la Pologne dans l'Europe depuis 20 ans. Nous sortions d'une séquence politique où la plateforme civique de Donald Tusk était au pouvoir depuis 8 ans. Je pense qu'il y a tout d'abord une usure naturelle du pouvoir. La plateforme civique était à bout de souffle. C'est un parti qui s'est retrouvé sans leader après le départ de Donald Tusk à Bruxelles en 2014. Et c'est réellement quelque chose qui a joué dans la campagne. Ils n'ont pas su créer les messages qui allaient parler aux Polonais. La plateforme civique continue à jouer sur les peurs que pourrait générer le parti Loi et Justice, alors que les Polonais ne se souvenaient plus de ce qui s'était passé 8 ans plus tôt lorsque Loi et Justice était déjà au pouvoir. Il y a aussi des raisons beaucoup plus objectives et beaucoup plus économiques à ce changement de pouvoir. Malgré une croissance de plus de 3% depuis effectivement une vingtaine d'années, les Polonais ont dit non à une répartition, il faut l'admettre, très inégale de cette richesse nouvelle en Pologne. Et aussi bien géographiquement que socialement, la Pologne reste un pays extrêmement divisé et extrêmement inégalitaire. Donc, je pense que ce sont là les principaux vecteurs qui ont fait que Loi et Justice a su arriver au pouvoir.
Le nouvel homme fort polonais a un modèle et il en a vanté les mérites tout au long de la campagne. Il continue de le faire. Il s'agit du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui est lui au pouvoir depuis 2010. Il avait fait aussi un passage au pouvoir entre 98 et 2002. Viktor Orban, qui affirme un pouvoir nationaliste et ce qu'il appelle une démocratie illibérale, donc une économie sous le contrôle des siens d'abord et de l'État ensuite. Peter Balázs est professeur d'études européennes à la Central Europe University à Budapest. Il a une majorité importante. Pourquoi ? Je n'ai pas répondu à la question. Parce qu'il fait une amalgame de nationalisme, populisme. Il a une rhétorique d'indépendance et il joue très bien sur les mémoires de cette nation, sur les pertes historiques et territoriales de la Hongrie. Le traité de Trianon, 1920. Tout ce que vous voulez. Il joue sur un choix très large de ce qu'on peut appeler une mémoire historique à partir de la venue des Hongrois des profondeurs de l'Asie. Il est toujours là avec toute l'histoire de la Hongrie et il fait une potion magique pour les Hongrois, pour les cœurs des Hongrois, qu'ils acceptent volontiers, qu'ils aiment. C'est une sorte de magie, mais il joue très bien, c'est ce qu'on appelle populisme. Potion magique pour les Hongrois, mais aussi un modèle, semble-t-il, pour plusieurs pays d'Europe centrale. Orban a créé un modèle qui est attrayant pour certains pays et qui ont ressenti certaines réactions à la modernisation forcée du XXe siècle, qui se jouait d'une façon très spéciale dans cette partie de l'Europe, parce qu'on était coincé entre l'Est et l'Ouest. Le modèle était toujours l'Ouest, donc westernisation, c'était la modernisation pour la Pologne, pour l'Estonie, pour la Hongrie, pour la Roumanie et les autres, mais le choc de modernisation venait de l'Est, par l'occupation soviétique, sous la forme du stalinisme, qui n'était plus le marxisme, ni le marxisme-léninisme, mais le stalinisme. Donc, une intervention brutale dans la société, une modernisation des sociétés semi-féodales, et après ce choc venait l'ouverture vers l'Ouest, le changement de système, l'écroulement de l'Union soviétique. Donc, tout d'un coup, d'une modernisation à l'autre, c'était une série de changements pour ces populations. Donc, il y a un certain besoin de consolidation, de stabilisation, d'apaisement après le XXe siècle. Quittons l'Europe centrale pour aller vers le nord du continent avec vous, Cyril Coulet, bonjour. Vous êtes, vous, spécialiste des pays scandinaves, des pays qu'on a tendance, vu de France, à considérer comme d'abord se ressemblant tous et étant tous un havre de paix sociale, d'accueil des immigrés. En fait, la réalité est très différente et il y a dans chacun de ces 4 pays des formes de populisme avec des variantes assez nettes. Oui, tout à fait. Vu de Paris, tous les pays nordiques se ressemblent et on a suffisamment parlé d'un modèle nordique pour finalement les unifier et faire fi de leurs différences, alors qu'on est face à des pays qui ont des sociétés différentes, des formes d'organisation politique différentes et des histoires politiques qui sont plus complexes que ce que l'on pourrait croire. Alors commençons par le pays où la droite populiste est au pouvoir.
Alors effectivement, on a surtout la Norvège qui a en premier lieu attiré l'attention parce que le parti du Progrès a effectivement rejoint la coalition gouvernementale du centre droit. Ça a été une grosse surprise. Ça nous a, pour les observateurs de la vie politique nordique, plutôt choqués dans la mesure où on était habitué à associer finalement la social-démocratie à ces régimes politiques-là. Surtout avec beaucoup de richesses pétrolières. C'est quand même un pays qui a un niveau de vie et un revenu moyen par tête extrêmement élevé. Oui, c'est pas un pays de misère sociale à proprement parler, donc c'est pas forcément un terreau a priori identifié pour le populisme. Cela étant, finalement, le populisme n'a pas forcément besoin d'avoir une croissance réduite pour pouvoir se développer. Alors, quel est le ferment en Norvège ? Alors, en Norvège, il y a traditionnellement déjà une forme un petit peu de défiance vis-à-vis de l'étranger. Il y a eu beaucoup... L'étranger commençant par la Suède. Effectivement, finalement, la rupture de 1905 n'a pas été encore complètement consommée, semble-t-il. Mais maintenant, l'étranger est un peu plus vaste que le suédois. Et effectivement, la Norvège est devenue une terre assez attirante en raison justement de ses richesses pour beaucoup de populations. Ce qui montait en épingle parce qu'il faut quand même souligner le rôle que peuvent jouer les partis populistes dans la radicalisation d'espaces publics et dans leur capacité à partir d'un événement à en faire une forme de généralité qui finit par donner l'impression que l'autre est radicalement autre. Mais néanmoins, le massacre atroce dont on se souvient dans cette petite île au large d'Oslo, commis par un Norvégien, j'allais dire pur sucre, ça n'avait rien à voir avec l'immigration et pourtant cela a attisé la peur de l'autre. Alors, on a constaté quand même qu'il y avait une sorte de recul du Parti du Progrès suite à la tuerie d'Utøya. Cela étant, le parti reste présent, il reste dans le jeu institutionnel, à tel point du reste qu'il est rentré au gouvernement après ce massacre, et qu'il participe à la vie politique du pays. Donc, je ne suis pas sûr que l'affaire Breivik, en définitive, ait eu un impact positif pour l'instant pour la formation populiste d'extrême droite du Parti du Progrès. Cela étant, ça n'a pas non plus un effet radicalement négatif, puisqu'on ne constate pas que ce parti a été exclu par les autres du jeu politique national. Alors il y a un autre cas intéressant qui est le Danemark, où là on voit que le parti populiste n'est pas dans le gouvernement, il reste juste à l'écart, mais suffisamment pour peser sur ses choix politiques. Alors c'est effectivement, j'allais dire, une stratégie presque de longue date du Parti du peuple danois que de profiter en définitive du système politique danois qui est celui de gouvernement minoritaire, donc on n'a pas de grande coalition. Alors on se souvient tous de Borgen, on a tous vu le feuilleton, Et effectivement, nous pouvons être assez reconnaissants à la télévision danoise de nous avoir familiarisés avec ses usages. On a eu le pendant présidentiel avec à la Maison Blanche, maintenant on a la version élection proportionnelle et système parlementaire avec Borgen. Cela étant, le feuilleton décrivait très bien ce jeu politique-là où les gouvernements sont obligés de composer avec les factions politiques qui sont représentées au Parlement, et le poids croissant qu'arrive à acquérir le Parti du peuple danois lui donne la capacité d'influencer l'agenda politique sans avoir à assumer directement la responsabilité. Et donc là, fermeture en termes d'immigration, raidissement vis-à-vis de l'Europe. Et parlons de la Suède. Alors la Suède, qui est le pays d'Europe qui, par rapport à sa propre population, a intégré le plus grand nombre d'immigrés. Et néanmoins, on a vu, au cours du mois de décembre, le gouvernement suédois, dans lequel il n'y a pas de parti populiste, on a vu le gouvernement suédois annoncer, là aussi, raidissement, fermeture. Effectivement, vous soulignez à juste titre que la Suède est une terre d'accueil. C'est même assez surprenant puisqu'à la base c'était un pays d'émigration et pas une terre d'immigration. Et en l'espace de 30 ans, la part de la population d'origine étrangère est passée de pratiquement 0 à 16% de la population totale. C'est dire tout de même finalement à quel point la tradition d'accueil était forte.
et a nourri une évolution de la société suédoise. Et par rapport à cela, le gouvernement au pouvoir, on ne peut pas non plus appeler majoritaire, d'ailleurs, c'est aussi important. Donc cette alliance entre les sociaux-démocrates et les Verts était sur une tradition très affirmée d'accueil jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce qu'en définitive, d'une part, apparaisse une campagne assez violente contre des foyers d'accueil de demandeurs d'asile, sachant que la Suède avait finalement posé que tous les réfugiés syriens qui mettraient le pied sur son territoire auraient automatiquement l'asile qui leur serait accordé. Dans la foulée de Madame Merkel, d'ailleurs. Tout à fait. Et puis, d'autre part, dans le sillage de sondages laissant apparaître que les démocrates de Suède, la formation populiste d'extrême droite, pourrait devenir la première force politique du pays. C'est-à-dire les derniers sondages, c'est de 20 à 25%. Tout à fait. Et on est passé finalement d'une situation où l'extrême droite n'était pas représentée au Parlement, c'est-à-dire en 2005, il y a juste 10 ans, il n'y avait aucun représentant d'extrême droite, à une situation où éventuellement l'extrême droite pourrait demain être la première force politique de Suède. Un autre grand pays, tout proche de nous, dans lequel la question de l'immigration joue un rôle évident, c'est la Grande-Bretagne. Mais là, il s'agit d'une immigration intra-européenne. Mark Leonard, bonjour. Vous êtes le patron du Conseil européen des relations internationales, basé à Londres. On a entendu le Premier ministre David Cameron au dernier Conseil des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles en décembre, demander, pour rester dans l'Europe, que ces immigrés soient privés de droits sociaux, en tout cas pendant 4 ans. Ça prouve à quel point le populisme britannique est d'abord fondé sur les problèmes d'immigration et sur les problèmes européens. Oui, en Angleterre, cette question de l'immigration intra-européenne est devenue la question la plus importante dans la politique. Et c'est à cause de l'élargissement de l'Union européenne, on a vu plus d'1,5 million de migrants intra-européens, surtout de la Pologne et d'autres pays de l'Europe de l'Est, qui sont venus travailler en Angleterre. Il y avait un grand besoin sur le plan économique pour avoir des ouvriers, des constructeurs, dans beaucoup de domaines de l'économie. Mais ce mouvement représente le mouvement de population le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce qui nourrit évidemment l'argumentaire populiste de UKIP, le parti de Nigel Farage. Tout à fait, parce que il y a toujours eu de l'euroscepticisme dans l'Angleterre, mais c'était assez théorique et c'était assez abstrait. Alors ça, c'était très dur d'intéresser la population anglaise à la souveraineté. Et maintenant, c'est la première fois que les eurosceptiques ont su trouver quelque chose de plus concret. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé une illusion entre l'Europe et le contrôle des frontières. Et ils ont expliqué qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on ne contrôle pas ces frontières et le gouvernement ne peut faire rien face à ces grands mouvements de population. Et le problème, c'est que ces mouvements ont bénéficié de l'économie dans l'ensemble, mais dans certaines localités, ça crée une pression sur les services publics parce qu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de place dans les écoles. Et aussi dans certains secteurs de l'économie, ça a baissé les salaires. Par exemple, dans la construction, il y a 10 ans, les salaires étaient 2 fois plus élevés dans certaines régions dans la construction que aujourd'hui. Mais en quoi est-ce qu'on retrouve dans l'argumentaire de UKIP et l'argumentaire aussi de la frange anti-européenne du Parti conservateur, quelles sont les caractéristiques du populisme à l'anglaise ? Il y a certains éléments qui ressemblent au populisme dans d'autres pays. Par exemple, après Paris, ils ont utilisé ça contre l'idée d'accepter des réfugiés musulmanes et aussi contre l'idée d'intervenir dans les conflits dans le Sahel. Alors, ils jouent un peu sur le changement culturel parce que les gens qui sont pour l'UKIP, c'est surtout des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont perdu, qui sont contre la mondialisation et qui n'ont pas vu les bénéfices de l'intégration de l'économie britannique dans l'économie européenne et mondiale.
c'est un peu ce sentiment d'une majorité qui se sent attaquée qui devient minoritaire dans son propre pays et qui perd le contrôle. On a perdu le contrôle des frontières et ça a donné lieu à des changements culturels, aux normes et à l'identité, surtout anglaise plutôt qu'écossaise ou dans le pays de Galles. Béatrice Gibelin, je rappelle que vous dirigez la revue de géographie et de géopolitique Hérodote. Jusqu'à quel point est-ce que la crise migratoire a été au cours des derniers mois un facteur d'accélération ou de cristallisation des populismes en Europe? Incontestablement, ça a été un facteur d'accélération et surtout ça a conforté le discours que tenaient les partis comme celui de UKIP ou comme le Front National. On vous l'avait bien dit, hein, le fait de voir des gouvernements qui décident de refermer les frontières, on vous l'avait bien dit. La souveraineté, on a laissé passer notre souveraineté, on l'a donnée à d'autres, l'Europe. Sans préciser quoi que ce soit d'autre, l'Europe que la gauche présentait comme une forteresse et que maintenant on présente comme une passoire, hein, où tout le monde rentre. Voilà, c'est les images de la télévision de ces flux de réfugiés ont eu un impact extrêmement important sur l'ensemble du territoire français, mais comme elle l'est aussi en Belgique, comme elle l'est aux Pays-Bas, comme elle l'est aussi en Allemagne. Moins en Allemagne quand même, parce qu'on a vu que Madame Merkel, et ça a été son tour de force au dernier congrès de son parti, la CDU, prouve que c'est une décembre, grande chef d'État. Elle a réussi à dire, bon, on va en prendre moins, mais elle n'a pas quantifié. Non, mais on n'a pas encore vu les effets que ça allait avoir. Bon, on voit bien le mouvement Pédiga qui joue complètement là-dessus. Vous avez en Allemagne de l'Est un parti d'extrême droite, le NPD, qui pousse complètement à ce discours anti-immigré et qui est là depuis longtemps. Et il accélère son discours et son écho depuis l'arrivée de ces réfugiés. Alors, la situation économique en Allemagne est encore très favorable et puis ils ont un déficit démographique aussi qui est important, donc ils ont besoin de cette main-d'œuvre. Et ils ont une croissance économique. Et ils ont une croissance économique qui évidente. Oui, évidente, même si en ce moment elle est aussi un peu ralentie. Mais donc il y a un vrai besoin. On n'est pas du tout dans la même configuration. Mais pour ceux qui ont du mal à trouver du travail en Allemagne, et je pense aux Länder de l'Allemagne de l'Est, la tension est réelle. Il ne faut pas penser que tout se passe comme en Rhénanie-Westphalie ou en Bavière, même si effectivement l'Allemagne a surpris par cette attitude d'accueil. Enfin, c'est quand même plus d'1 million de gens en un an. Quand vous voyez les difficultés qu'on a, nous, aujourd'hui. En France, avec en plus des réfugiés qui n'ont pas vraiment envie de venir en France, oui, parce qu'ils savent que la situation économique n'est pas bonne et qu'ils ne seraient pas nécessairement très bien accueillis. Et puis avec les problèmes que ça pose dans une ville comme Calais, je veux dire, les 6500 qui sont installés à côté du port de Calais posent des problèmes vraiment très sérieux et pour lesquels les solutions ne sont vraiment pas simples. Et on a vu, bien évidemment, tout au long de l'automne, la tragédie de ces réfugiés et de ces migrants économiques, passant donc par la Grèce, arrivant notamment en Hongrie, où Viktor Orban a véritablement mis en scène certains épisodes. Il a ensuite fermé la frontière avec la Croatie, avec la Serbie, et on a vu aussi en Pologne Jakub Turowski, le pouvoir de Kaczynski utiliser le thème de l'invasion migratoire pour renforcer son pouvoir. C'est un petit peu la peur de l'inexistant. Je veux dire par là que effectivement la crise des réfugiés était très présente pendant la campagne électorale. La crise des réfugiés a effectivement nourri des discours de la part des dirigeants de Loi et Justice qui seraient perçus en France comme très extrémistes. Nous avons affaire en Pologne à une société qui est relativement peu ouverte et à des politiques qui jouent sur ces peurs, même si, encore une fois,
la Pologne n'a accueilli aucun réfugié. La Pologne, de la plateforme civique, avait accepté l'accueil de 12 000 réfugiés lors des négociations pan-européennes. Et ces 12 000 réfugiés pourraient ne pas être acceptés par le nouveau gouvernement. Pression migratoire, courant populiste. Éric Scholl, bonjour. Vous êtes le patron de Courrier International, notre partenaire, et vous avez parcouru et publié d'ailleurs dans sa version française la revue, comme ils disent, que le grand magazine britannique The Economist publie chaque année, ses prévisions pour l'année 2016. Oui, et on retrouve effectivement cette tentation populiste pratiquement dans tous les articles écrits par les journalistes de The Economist. Et en particulier, il s'agit, selon la rédactrice en chef Zanny Minton-Beddoes, du principal risque pour l'année à venir, un risque, dit-elle, qui pourrait mettre en péril l'idéal libéral. Et on sait à quel point la revue britannique est attachée à défendre ses valeurs libérales. Cet attrait du populisme est d'abord, selon The Economist, le fruit des politiques nationales du monde riche. Des deux côtés de l'Atlantique, écrit la journaliste, la confiance dans les dirigeants s'est fortement dégradée et les populistes jouissent d'une popularité croissante. Mais face à leurs solutions de courte vue, il est urgent de réagir, estime-t-elle. L'un des sujets les plus sensibles concerne les migrants et l'accueil qu'il aurait réservé. Je cite Zanny Minton-Beddoes, à condition qu'ils soient rapidement assimilés et intégrés à la population active, les immigrants représentent une aubaine économique et cela se vérifie d'autant plus que dans les sociétés vieillissantes. De même, toujours selon cette rédactrice en chef, les problèmes de croissance atone et de stagnation des salaires exigent des solutions audacieuses, pas de simples emplâtres populistes. C'est donc un appel à prendre de la hauteur en rappelant qu'il est urgent de sortir de cette étroitesse d'esprit, mais aussi pour nos dirigeants d'agir avec plus de détermination. Cet appel s'adresse en priorité au président américain au moment où les États-Unis se replient sur eux-mêmes. C'est pourquoi, écrit-elle, la dernière année de mandat de Barack Obama devra être marquée par un engagement plus affirmé, notamment par rapport à la crise syrienne et à l'exode des réfugiés qu'elle suscite. Et néanmoins, le pronostic pour 2016, encore une fois, c'est la marque et l'épanouissement, si j'ose dire, du populisme. Oui, Gideon Rachman, le responsable des chroniques internationales dans le Financial Times, livre dans ce numéro de The Economist une analyse très pertinente sur ce monde de machos qui nous entoure. Dans le monde entier, écrit-il, de la Russie à la Chine et de l'Inde à l'Égypte, le leadership macho est de nouveau à la mode. Et si l'Occident a réussi jusqu'à présent à résister à cette tentation, plusieurs signes semblent indiquer qu'en 2016, l'Occident flirtera à son tour avec des responsables plus durs, prédit le journaliste, qui cite au passage les noms de Donald Trump ou de Marine Le Pen. Gideon Rachman a raison de préciser que jusqu'à présent, les principaux bénéficiaires des angoisses des électeurs européens ont été les partis extrémistes. Mais 2016 pourrait voir un changement, assure The Economist, puisque, je continue de le citer, la réaction naturelle des dirigeants modérés devant la progression des formations populistes consiste à intégrer une partie de leurs propositions et certains aspects de leur comportement politique. Autant dire que la sortie par le haut n'est pas gagnée. France Culture, Affaires étrangères. Christine O'Krent. Mark Leonard, vous êtes le directeur du Conseil européen des relations internationales basé à Londres. Quels sont les moyens de riposte de l'Union européenne aujourd'hui face à certaines provocations populistes? On se souvient qu'en 2000, les dirigeants de l'époque avaient imposé des sanctions politiques à l'Autriche quand le chancelier autrichien voulait faire alliance avec l'extrême droite de Jörg Haider. Et là, aujourd'hui, 15 ans plus tard, il ne se passe rien. Oui, je pense que on a compris que, à travers ce qui s'est passé en Autriche, quand on essaye d'agir dans la politique interne d'un autre pays, il y a souvent des effets inattendus. Et tous les mouvements populistes à travers l'Europe, c'est des mouvements contre les élites politiques. C'est contre les élites nationaux, mais encore plus contre les élites européennes. Alors si la Commission européenne et les autorités à Bruxelles interviennent trop publiquement dans la politique, ça peut en fait créer un sentiment encore plus fort contre ces élites et renforcer les mouvements populistes dans le pouvoir. Je pense qu'on a compris à travers ce qui s'est passé en Autriche, c'est que la meilleure manière de délégitimiser les mouvements populistes, c'est de leur donner le pouvoir, parce que ils ont très rarement un projet politique réaliste
dès qu'ils doivent embaucher dans les compromis et les choix qu'on rencontre quand on gouverne un pays, leurs soutenants sont toujours déçus. Et en Autriche, le gouvernement de Haider n'a pas duré très longtemps. Et on a vu que aussi en Grèce maintenant avec le gouvernement de Tsipras, il y a souvent un choix entre ou bien la faillite totale parce qu'ils n'ont pas la compétence ou qui deviennent un peu plus comme les partis établis. Cyril Coulier, je rappelle que vous êtes spécialiste des pays scandinaves. Là, on voit, quelles que soient leurs différences et l'impact, encore une fois, qui n'est pas le même, des courants populistes d'un pays à l'autre, on voit que ce n'est pas tellement l'Europe de Bruxelles qui pose problème. Alors, l'Europe de Bruxelles n'est jamais complètement non plus éloignée du discours populiste. Je pense qu'il est extrêmement présent dans le discours du Parti du peuple danois notamment. Évidemment, en Norvège, c'est beaucoup plus difficile de parler d'Europe. Ils ne sont pas officiellement dans l'Europe, néanmoins ils sont dans l'espace Schengen. Tout à fait, mais ça reste quand même un espace éloigné en un sens pour eux, puisqu'ils ont déjà décidé d'être à l'extérieur. Cela étant, les pays nordiques ont en commun, à l'exception de la Finlande, d'avoir tous des régimes dérogatoires par rapport au droit commun de l'Union européenne. On le sait, la Suède n'a pas la monnaie commune. On le sait, le Danemark n'a pas non plus l'euro et ne participe pas au pilier justice affaires intérieures, à tel point du reste que ça peut être un problème et que le gouvernement a souhaité organiser un référendum sur cette question. Et la Norvège a fait le choix de ne pas rejoindre l'Union européenne en 1973. Donc on a quand même une zone où la question européenne agite, mais finalement le pays dans lequel la question européenne agite le plus le discours populiste, c'est la Finlande. C'est le pays qui a fait vraiment le choix de rejoindre l'Union européenne très fortement, et c'était pour eux une priorité stratégique majeure de se détacher de l'ombre portée de Moscou. Par rapport à Moscou, bien sûr. Voilà, parce que la Finlande est le seul pays qui était lié à l'URSS par un traité de coopération et d'assistance mutuelle sans avoir été contraint de rejoindre le pacte de Varsovie. Donc c'était un pays qui a néanmoins subi jusqu'en 1991 l'ombre portée de son voisin russe, et qui a fait le choix de l'Union européenne pour s'ancrer à l'ouest, et qui aujourd'hui a été pendant je dirais pratiquement 20 ans l'élève modèle de l'Union européenne, et qui se voit maintenant être très critique, notamment sur la question des finances publiques, qui a été profondément avec une crise économique Alors c'est un pays qui aujourd'hui effectivement subit le contre-coup de son investissement massif dans les technologies de l'information et de la communication, de sa dépendance à certaines entreprises aujourd'hui en difficulté, et on pense bien sûr à Nokia, et qui du coup accepte mal que la discipline qu'il s'impose ne soit éventuellement pas respectée par d'autres. Béatrice Gibelin, quand on va un peu plus au sud du Danemark, on voit le cas des Pays-Bas, où là, il faut rappeler que dans tous ces pays, les scrutins sont à la proportionnelle. C'est extrêmement important. Voilà, parce que ça explique évidemment qu'à chaque fois, ce sont des gouvernements de coalition. Exactement. Aux Pays-Bas, on voit un courant populiste qui existe là aussi depuis longtemps. Depuis une trentaine d'années au moins. Oui. Et qui caracole, Geert Wilders, qui caracole en tête des sondages. Oui, et là, on a une question liée à l'immigration, qui est très importante. C'est un pays, qui est un petit pays, il n'y a pas pays fondateur de l'Union, mais qui est aussi un petit pays dans lequel une partie de la population a le sentiment qu'elle ne sera bientôt plus chez elle. C'est faux, mais cette représentation-là, elle existe. Ils le vivent comme une menace. C'est un peu ce que disait votre correspondant à Londres. D'une certaine façon, les Anglais, en particulier à Londres, ont dit que en 2020 ou 2030, les Anglais blancs seront minoritaires à Londres. Ça a des effets. Et pourtant, Dieu sait si Londres profite à la fois des oligarques russes, des riches saoudiens. On est bien d'accord. Mais j'allais dire l'électeur du Labour, on va dire d'un district de l'ouest de Londres, lui, il profite pas de cet argent des Russes ou des Saoudiens. Et il voit aussi une chose, et là, je pense que on doit y faire attention. Il voit que les enfants de cette immigration réussissent mieux que leurs propres enfants. Et ça
crée un sentiment d'abord de jalousie et je dirais presque de haine. Il voit que il s'enfonce dans un chômage, et en Angleterre, le chômage, il n'est pas soutenu, il n'est pas aidé comme il l'est chez nous. Bien sûr. Et ils sont dans une vraie pauvreté. Et autour d'eux, les choses avancent, bougent, s'améliorent pour les autres. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la fierté nationale d'être des vrais Anglais, ce que les autres ne seront jamais. Et jouer sur cette corde-là, c'est très important. Et c'est aussi ce qui se passe aux Pays-Bas. Et c'est aussi ce qui se passait. Les Pays-Bas qui d'ailleurs souvent, pour des raisons commerciales, au fil des siècles, évoluent de façon parallèle à la Grande-Bretagne. Oui, exactement. Mais ils sont aussi profondément nationalistes. La fête de la reine, j'allais dire, tout la Hollande est orange. C'est quelque chose. Ils expriment leur nationalisme. Alors la Belgique est un cas intéressant parce qu'on sait que en Flandre, surtout, le Vlaams Belang, qui était le parti vraiment d'extrême droite flamande, est en quelque sorte contourné ou contenu, je dirais, plutôt par l'alliance néo-flamande de Bart de Wever qui participe au gouvernement. Et il participe au gouvernement, effectivement, avec ministre de l'Intérieur, ce qui n'est quand même pas rien, des Finances, de la Défense, et ce qui est presque humoristique, le secrétariat d'État à l'asile et à la migration. Mais les Belges ont toujours eu le sens de l'humour. Oui, contestablement. Mais ce qui est quand même tout à fait remarquable, ce sont pas des petits ministères. Oui, mais néanmoins, la politique au niveau fédéral, puisque c'est un pays fédéral, la politique n'est pas une politique, disons, d'extrême droite populiste. Non. Pas du tout, mais on sait très bien qu'on a un mouvement en Flandre et qui continue à pousser pour aller vers, si ce n'est une indépendance, encore une plus grande autonomie possible. Et il se verrait bien, au fond, faire un petit pays, puisqu'il y a bien le Danemark. Pourquoi on n'aurait pas une Flandre belge? On serait dans l'entre-soi, une fois encore. On est assez riche, on laisse tomber les Wallons qui font n'importe quoi et qui nous coûtent très cher. Et ça alimente véritablement un nationalisme populiste extrêmement important, qui est pas de la même nature que ce qu'on peut connaître forcément en France ou même avec UKIP. On a bien des différences, si vous voulez, sur des points communs, on a quand même des différences importantes. Alors si on retourne plus à l'est et si on retourne à Budapest, encore une fois, où il faut rappeler que Viktor Orban est devenu le modèle du régime autoritaire nationaliste pour nombre de mouvements populistes en Europe, on voit, Viktor Balázs, que Orban, lui, a ses héros qui n'ont rien à voir avec les valeurs européennes. Ces modèles sont Vladimir Poutine en Russie, Erdogan en Turquie et certains autres dictateurs qui ont choisi la réaction nationaliste à la modernisation et veulent accroître leur pouvoir de cette façon. C'est ce qu'Orban fait. Donc il se balance à la limite des obligations européennes et il prend volontiers l'argent de l'Union européenne, mais par contre il met toujours un point d'interrogation quant aux obligations du côté de son pays. Et il calcule avec la montée de l'extrême droite en Europe d'Ouest. Il se croit un leader d'Europe qui voit déjà l'avenir, qui acte déjà en se rendant compte de nouvelles réalités. Et là, on en vient à la question que je posais à Mark Leonard il y a un instant. Quelle peut être la riposte de l'Union européenne? Est-ce qu'il y en a une? Bon, M. Orban et certains de ses amis actent ouvertement contre les valeurs européennes, c'est clair. En même temps, l'Europe est basée sur des engagements volontaires et n'a pas de moyens pour sanctionner cette déviation. On a très peu d'outils qu'on puisse employer, très peu de procédures techniques, plutôt techniques et juridiques, mais pas politiques. Au niveau politique, nous n'avons que l'article 7
du traité de Lisbonne, qu'on appelle la bombe atomique, et qui nécessiterait une majorité très forte qu'on n'aurait jamais à l'Union européenne contre aucun État membre, parce que tout le monde calcule avec les dangers potentiels d'une sanction pareille. Béatrice Gibelin, quand on termine notre tour d'Europe des mouvements populistes, on se rend compte qu'il y a évidemment des facteurs communs, et il y a d'abord le désenchantement, sinon une forme d'hostilité ouverte maintenant, vis-à-à-vis du processus d'intégration européenne. On est au-delà du désenchantement, je pense. On est véritablement aujourd'hui dans un rejet de l'Europe, qui correspond à ce que je disais tout au début, c'est comme une forme de désillusion. On a tant attendu de l'Europe, et l'Europe a donné aussi beaucoup, mais dans les inégalités qui ont marqué effectivement les sociétés, comme la société polonaise aujourd'hui, ou la société hongroise, le sentiment d'avoir été floué, trompé, et que cette souveraineté qu'on récupérait enfin après le temps de la domination de l'Union soviétique sur l'Europe de l'Est, eh bien, on ne peut pas en jouir pleinement, puisqu'on est obligé de se contraindre par des décisions imposées par l'Europe. Mais dans des pays d'Europe de l'Ouest, cet argument, bien évidemment, ne fonctionne pas, et il n'y a pas nécessairement cette désaffection. Je pense à l'Italie, par exemple, où le sentiment pro-européen reste puissant, malgré le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui est ouvertement populiste à gauche, et la Ligue du Nord, ouvertement populiste à droite. Exactement. Mais quand vous dites le sentiment pour l'Europe reste très très fort en Italie, moi je mettrais quelques bémols quand même. L'utilité de l'Europe. Voilà, l'utilité de l'Europe. Oui. Alors ça, j'en suis plus d'accord avec vous. Si vous. Comme en Espagne. En Espagne, on sait encore. Et au Portugal. Bon, et c'est d'autant plus vrai pour l'Espagne que si on va vers les indépendances régionales, si j'ose dire, Catalogne, Pays Basque, on y croit d'autant plus qu'on a l'Europe au-dessus, qui pourra effectivement aider. On est dans l'euro, on pourrait peut-être avoir une politique un jour étrangère commune, donc on peut se permettre d'être un petit État si on est dans ce grand ensemble-là. Donc là, l'Europe, à la limite, peut encore fonctionner. Et de la même manière, on a vu en Grèce, avec Syriza, qui est un mouvement populiste de gauche, on a vu les Grecs répéter dans des circonvolutions de la part de Monsieur Tsipras assez singulières, mais les Grecs affirmaient leur attachement à l'Europe. Les Grecs avaient parfaitement conscience que si ils sortaient de l'Europe, c'était absolument une catastrophe pour eux. Bon, donc contraints et forcés, malheureux, sachant que dire oui, c'était encore accepter des politiques d'austérité, alors qu'ils avaient choisi Tsipras pour y échapper, mais que c'était tellement encore plus dramatique s'ils sortaient de l'Europe que, voilà, ils ont fini par en faire le choix, mais les choses ne sont pas encore terminées. On a quand même une aube dorée qui se porte quand même très très bien. Donc l'aube dorée, c'est qui est un vrai mouvement nazi. Vraiment mouvement nazi, et qui a un ministre, non, pas l'aube dorée. Non, pas l'aube dorée. Mais un parti d'extrême droite. Un oui. ministre au gouvernement. Oui. Cela dit, qu'il s'agisse de la Grèce ou des autres pays que nous avons parcourus, c'est aussi, s'agissant de l'Europe, la faillite des partis traditionnels à expliquer l'Europe, sans même revenir sur le cas de la France, c'est pas l'objectif de cette émission, où jamais aucun parti traditionnel n'a utilisé les campagnes électorales pour expliquer les choses. Plus grave, quand ils sont en difficulté, c'est toujours de la faute de l'Europe. Bien sûr, bon, ça c'est le bouc émissaire. C'est quand même le bouc émissaire. Je veux dire, assumer que c'est les chefs de gouvernement qui décident, et eux seuls, un certain nombre de décisions fondamentales dans l'orientation de l'Europe, il y en a aucun d'eux qui l'assume très clairement. On a toujours l'impression que c'est la Commission européenne et les technocrates de Bruxelles, comme on dit, qui décident de tout, ce qui est complètement faux. Donc il y a là aussi un déni, j'allais dire, de responsabilité des différents gouvernements européens qui coûtent, à mon sens, très cher sur l'image de l'Europe. Mais donc, cela veut dire aussi qu'au moment où la mondialisation s'impose de plus en plus, il y a
un individualisme qui est aussi l'un des ressorts du populisme, qui s'affirme et qui est à la fois l'expression d'une crainte et l'expression du refus, oui, de la mondialisation, du refus de l'autre, du refus de ce qui... C'est-à-dire que la mondialisation, les Européens la voient comme étant source pour eux de déclin. Ce qui n'est pas vrai. Mais c'est la façon dont ils se perçoivent. Avec la montée en puissance de nouvelles puissances émergentes, la Chine, l'Inde, bon, moins le Brésil aujourd'hui, mais l'Indonésie. Vous généralisez peut-être un peu, pardonnez-moi, les Européens, disons, les mouvements populistes en Europe. Populistes, mais qui ne sont quand même pas majoritaires. Je suis d'accord, mais je dirais que c'est plus large que pour les seuls mouvements populistes. Il y a une sorte d'inquiétude sur l'idée que c'est le déclin. La puissance de l'Europe dominatrice, ça n'a pas été si long que ça dans l'histoire humaine, bien sûr. Et là, il y a une véritable inquiétude. Et je pense que l'Europe a manqué d'audace, ou tout au moins les dirigeants qui ont construit l'Europe, c'est de ne pas aller assez loin dans, au fond, l'intégration de l'Europe, c'est-à-dire dans des politiques économiques communes, dans une défense commune. Je prends simplement l'exemple de Galiléo. Le temps qu'il a fallu pour faire accepter Galiléo, quand beaucoup d'États européens disaient les Américains nous suffisent et on n'a pas besoin d'avoir notre propre système. Galiléo, qui est donc la sonde spatiale européenne. Et qui évite d'être totalement dépendant, effectivement, pour tout notre Internet et nos géolocalisations. On est totalement dépendant des États-Unis. C'est un énorme enjeu. Et là, je pense que les dirigeants ont manqué d'audace par peur de perdre un peu de leur souveraineté, et en se disant que peut-être la population n'y était pas prête. Mais on n'a fait qu'un tout petit bout du chemin, et l'euro, qui n'est pas allé jusqu'à une politique économique plus intégrée, a eu des conséquences dans le rejet de l'Europe extrêmement importantes. Et le fait qu'on n'ait pas tenu compte dans plusieurs pays européens d'un vote hostile en 2005 au traité qui était proposé, c'était le cas de l'Irlande, c'était le cas de la France, des Pays-Bas. Et au fond, on a dit bon vous avez mal voté, mais ça fait rien, on va s'y prendre autrement, et de toute façon vous allez bien finir par l'accepter. Et là, ce déni de démocratie quand même, dans lequel les responsables politiques ont, à mon avis, joué une sale partie, a contribué à engendrer un désamour de l'Europe. Marc Lanneux, on arrive à la fin de cette émission. Quel est, pour vous, en résumé, le ferment principal, le facteur principal de cette vague populiste que l'on voit à l'œuvre dans différentes versions, mais un peu partout en Europe? Pour moi, s'il y a une chose qui réunit tous ces mouvements, c'est un sentiment c'est que le monde n'est plus à quelque chose qui est formé par les Européens. Avant, c'était nous qui étaient les chefs de notre destin, et on changeait la politique d'autres pays. Mais maintenant, on n'est plus le sujet, on est l'objet, et c'est les autres pays, les autres cultures qui nous influencent et qui nous changent. Et si on regarde par exemple UKIP ou Alternative für Deutschland ou les mouvements populistes dans l'Europe de l'Est, c'est tous des mouvements majoritaires qui se sentent maintenant minoritaires, et ils ont peur d'être changés par des forces plus grandes qu'eux. Ou bien c'est la laïcité qu'ils ont peur de perdre, ou la chrétienté, ou en Allemagne par exemple c'est le budget, die schwarze Null, que dit Schäuble, mais l'idée des finances. Oui, de l'équilibre budgétaire. Et en Allemagne, c'est l'équilibre budgétaire qui est sacrifié par la crise migratoire. Je pense que partout il y a un sentiment que, avec la croissance de la Chine, de l'Inde, de la Russie, de l'islam, d'autres pays, on devient minoritaire dans le monde, et que l'avenir sera de plus en plus dur pour nos enfants, et les possibilités rétrécissent. Ça donne une grande envie de contrôle et d'avoir des réponses faciles, et de retrouver une manière de contrôler ses affaires à travers l'indépendance. Le mot de la fin, peut-être un peu plus optimiste, quelle peut être la parade, ou quel serait le frein à
mettre en action? Deux choses, je vais peut-être vous surprendre. Une plus grande menace sur l'Europe. Qu'est-ce qui a fait qu'on a construit l'Europe au départ? C'est la crainte de l'Union soviétique et la sortie d'une tragédie qui était la Seconde Guerre mondiale. Si les Européens se sentaient véritablement menacés, je pense, imaginons par un gouvernement russe qui se remontrerait conquérant peut-être, je ne suis pas sûre qu'on garderait tant que ça dans les pays d'Europe de l'Est un tel désamour de l'Europe. Mais il y a une menace commune qui est le terrorisme. Oui, mais ils ne l'aperçoivent pas comme les mettant en danger directement. Ils n'ont pas eu encore d'attentat chez eux, directement. Cette menace terroriste, qui l'a vécue? Les Anglais, les Espagnols, les Français. C'est là. C'est d'abord là. Donc là, on l'a vécu d'une certaine façon dans sa chair. Pour les autres, ce n'est pas encore le cas. Donc il y a celle de la menace, et puis la deuxième chose, ce serait avoir de l'audace, c'est-à-dire que ce serait maintenant qu'il faudrait avoir l'audace de plus d'Europe, et non pas du repli. Mais dans les systèmes démocratiques, on a des élections régulières. Voilà, et on ne va pas s'en plaindre, d'autant que l'année 2016 sera encore une fois une grande année électorale, d'abord aux États-Unis, plus que sur le continent européen, mais ce sera une année, bien sûr, dont les soubresauts seront analysés tous les samedis matins, de 11h à midi, en partenariat avec Courrier International, sur France Culture. Merci à tous d'avoir ainsi défriché les terrains bourbeux du populisme européen. Merci à Béatrice Gibelin. Vous êtes géographe, directrice de la revue Hérodote. Vous avez dirigé l'ouvrage sur l'extrême droite en Europe aux éditions La Découverte. Cyril Coulet, vous êtes chercheur spécialiste des pays scandinaves. Vous avez écrit Les pays nordiques face à la crise en 2010. Merci à Marc Laneud qui était avec nous depuis Londres. Il dirige le Conseil européen des relations internationales. Merci à Jacob Turowski à Varsovie, expert franco-polonais, et merci à Peter Balázs, qui est, lui, professeur des affaires européennes à l'Université centrale de Budapest. Merci à Eric Scholl, le patron de Courrier International, bien sûr, à la réalisation ce matin, et cette année encore, je m'en réjouis, Luc-Jean Reynaud, à la technique Alex Dang. Meryl Moneghetti a préparé cette émission et bien évidemment elle mettra comme d'habitude sur notre site internet toute la bibliographie nécessaire pour approfondir nos connaissances sur ce sujet préoccupant.